J'invite les participants de la deuxième table ronde à venir nous rejoindre. Geneviève Avenard, Emmanuel Berco, Mathieu Garnier, Philippe Nécan, Philippe Simon. Bien. Deuxième table ronde de l'après-midi, après le retour des ateliers. Protéger, c'est prendre des risques. Et il nous a paru, quand on a préparé ces 8e assises, nécessaire d'évoquer le sujet très délicat de la relation entre la protection de l'enfance et les médias. C'est délicat à deux titres, on le voit quand il y a un drame en matière de protection de l'enfance ou quand il y a un échec de protection de l'enfance. Mais c'est aussi, on le retrouve, cette difficulté quand il y a des enquêtes de fond. On a évoqué récemment un travail qui a été fait et dont le titre portait « Le remède pire que le mal ». Donc on ne pouvait pas dire que ce travail était fait sous l'emprise de l'émotion. Alors c'est vrai, plus particulièrement, j'allais dire, cette question de la relation entre de la presse orale et de la presse écrite sur ce sujet-là. C'est un peu différent, et c'est même très différent, de la relation, finalement, que le cinéma peut porter sur ce domaine. Pour ceux, moi j'ai quelques cheveux blancs, qui s'en souviennent, j'avais été très marqué par le film de Maurice Pialat, L'enfance nue, mais aussi un film plus récent qui était Le gamin au vélo des frères Dardenne. Et j'ai été aussi extrêmement impressionné par la justesse du propos de La tête haute. Et je vous propose pour cette deuxième table ronde de réfléchir à partir d'un propos que tiendra Geneviève Avenard, défenseur des enfants, qui seront ensuite interrogés deux représentants de la presse, l'un de la presse écrite, qui est Philippe Simon, l'autre de la presse orale, qui est Philippe Nécan. Et puis on prendra un autre axe qui sera au fond le regard plus institutionnel avec Mathieu Garnier autour de la gestion des situations de crise du point de vue de l'institution. Et puis dans un deuxième temps, on se tournera à partir de la présentation du film d'Emmanuel Berco, La tête haute, sur une discussion avec Emmanuel Berco. Merci Didier. Oui, en effet, sur cette question du traitement médiatique de la protection de l'enfance et des métiers de la protection de l'enfance, qui est quand même le plus souvent caricatural, simplificateur, délétère même. J'aimerais, Geneviève, que vous nous disiez, vous êtes défenseur des enfants, le regard que vous portez sur cette question-là et ce que la défenseur des enfants peut faire en la matière. Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais simplement relever en quelques instants que c'est la première fois que les Assises de la protection de l'enfance abordent cette question de la communication et de la médiatisation, que c'est en soi significatif
Hier, Pierre-Henri Tavoyot nous disait que c'était courageux d'avoir fait le choix de la thématique du risque et des risques. C'est courageux, à mon sens, et tout particulièrement d'évoquer ce risque spécifique du regard porté par les médias sur la protection de l'enfance. C'est aussi un risque pour moi, car c'est la première fois que je m'exprime sur ce sujet. Et comme j'ai 30 ans de protection de l'enfance, ça laisse des traces. Donc, Didier l'a rappelé, un certain nombre de reportages ont été réalisés et diffusés il y a quelques mois, en tout cas, qui mettaient lourdement en cause les professionnels du secteur. À la suite de ces reportages, je voudrais citer les propos de l'Association nationale des directeurs enfance-famille, qui communiquait alors en ces termes: « Travail de l'ombre, dit-on, plus souvent travail dans l'obscurité, sauf quand un drame surgit. Tout le monde, sans exception, prend alors la parole, sur tous les tons et dans tous les sens. Par contre, plutôt que de se transformer en débat utile, la parole retombe aussi vite et les clichés reprennent le dessus. » Alors, de ma place de défenseur des enfants, adjointe du défenseur des droits, je voudrais vous dire comment nous appréhendons cette question. Et je prendrai des exemples, 2 exemples, si j'ai le temps, pour illustrer cette problématique la problématique de cette table ronde. Des exemples concrets, car notre institution, l'institution du défenseur des droits, comme le rappelle régulièrement Jacques Toubon, a en fait à connaître ce que Stendhal appelait les petits faits vrais au travers des saisines et des réclamations qui nous sont adressées. Et je voudrais vous préciser que dans le cadre de ces missions et de mes missions de défense des droits de l'enfant et de l'intérêt supérieur de l'enfant, la protection de l'enfance représente 3 saisines sur 10. C'est le premier sujet sur lequel nous sommes interpellés. Premier exemple, je reviendrai sur le rapport Marina, dont il a été beaucoup question hier, car ce rapport aborde la question de l'impact des médias sur les acteurs de la protection de l'enfance et le grand public. Cela a été dit, mais je voudrais le souligner, la mission confiée par le défenseur des droits et la défenseur des enfants à Alain Grevaux constituait une démarche inédite en France, de recherche de compréhension des failles et des dysfonctionnements du système global de protection de l'enfance, au-delà du traitement pénal de la situation de cette petite fille, dans un souci d'intérêt général et avec pour finalité de rechercher des voies d'amélioration. Il est tout aussi inédit que la question des relations avec les médias ait été abordée expressément. Alors, que dit ce rapport? D'abord, il relève une focalisation des critiques des médias sur l'action du Conseil général. Alors même, et M. Leclerc nous l'a dit hier, que ce dernier avait impulsé des actions rapides et effectives en lien avec le parquet pour surmonter le traumatisme collectif et tirer les enseignements de ce que le directeur général adjoint qualifiait à l'époque publiquement d'échec. Il observe également que cette focalisation et ce procès en fait des services sociaux est à mettre en relation avec des maladresses de communication du Conseil général, notamment à l'occasion du communiqué de presse paru quelques jours après la découverte du corps de la petite Marina. Un Conseil général qui a semblé, pour les médias, ne pas avoir de volonté de se remettre en question, d'où une certaine défiance, de ne pas avoir manifesté suffisamment d'affect, suffisamment d'émotion. Ce qui a fait dire à Alain Grevaux, autour de cette notion de défiance, il en ressort l'étrange impression que les défaillances des services publics furent le cœur du procès, notamment dans la presse nationale, permettant ainsi le déploiement d'une stratégie d'évitement face à la sidération produite par le comportement barbare et cruel de parents entre guillemets ordinaires. En fait, il s'agissait de 2 procès en un seul. J'ajouterai 2 remarques complémentaires. D'abord, ce n'était pas la première fois que le défenseur des droits s'intéressait au rôle des médias en protection de l'enfance. Une décision première en mars 2014 qui avait été prise suite à une saisine d'office par le défenseur d'une situation à la suite d'un placement en urgence de 3 enfants, avait permis à l'institution de faire un constat préalable relatif à la large médiatisation de la situation et à souligner l'effet délétère de l'action de cette médiatisation sur l'action conduite par les services éducatifs auprès des enfants et dans l'intérêt des enfants. Je voudrais dire aussi, deuxième remarque, que souvent nous mettons en œuvre notre pouvoir de nous saisir d'office. On a
pouvoir d'autosaisine dans les situations notamment les plus graves, au regard des informations parues dans les médias. C'était le cas notamment récemment d'une saisine d'office que nous avons conduite concernant une petite fille de 30 mois qui est décédée à Toulouse. À l'hôpital. Nous avons appris par la presse cette information. Nous l'avons vérifiée, bien sûr, parce que quelquefois les informations méritent en tout cas toujours d'être vérifiées. Quelquefois elles sont imprécises et quelquefois erronées. Donc voilà, sur un plan général, déjà une approche autour effectivement du regard porté sur le dispositif lui-même. Mais aussi, je parlais tout à l'heure des saisines directes que nous avons et qui nous sont adressées. Donc je prendrai un deuxième exemple qui correspond à une deuxième situation et qui concerne cette fois le respect des droits et de l'intérêt des droits à la vie, au respect de la vie privée et de l'intérêt des enfants en cas de reportage par les médias, en l'occurrence télévisés, dans le cas d'une affaire criminelle. Nous avons en effet été saisis de la situation de 2 mineurs dont la mère était incarcérée pour le meurtre du père. Et ces 2 mineurs, après avoir été placés en institution, avaient été confiés à leur sœur aînée. Cette sœur aînée avait elle-même été condamnée, dans le cadre de ce meurtre, à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour maquillage d'une scène de crime. Et c'est l'éducatrice des enfants qui nous a saisis, en expliquant que ces derniers étaient régulièrement perturbés par les écrits et les reportages télévisés notamment de journalistes qui relataient l'histoire familiale au titre du droit à l'information. Car même si l'anonymat des enfants était respecté, enfin en tout cas leur prénom n'était pas cité, leur nom de famille était divulgué, ce qui les rendait aisément identifiables. En outre, la mère et la sœur aînée indiquaient s'opposer à chaque fois à ce type de diffusion ou de publication, prenant en compte l'intérêt supérieur des 2 mineurs. Et la sœur aînée, qui était mineure au moment des faits, précisait que sa propre avocate avait communiqué son adresse mail à la journaliste qui réalisait ce reportage et avait témoigné sans l'en informer au préalable. Un exemple très concret, vous le voyez, de situation dans laquelle nous pouvons être amenés à être saisis, sur laquelle nous avons conduit notre enquête, nos investigations, à la suite de quoi nous avons saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le barreau des avocats pour aborder cette question et surtout pour entamer une réflexion autour de cette problématique, parce qu'il apparaît aussi, au-delà des réclamations d'ordre individuel, que notre institution peut élaborer des recommandations un peu générales. Donc 2 exemples complètement différents, mais j'en aurai d'autres, mais je n'ai pas assez de temps pour tous les évoquer. Donc je voudrais évoquer quelques pistes en référence à ces 2 exemples. D'abord, je voudrais dire qu'il est important et essentiel que l'opinion publique, le grand public, soit sensibilisé davantage aux questions de protection de l'enfance. La protection de l'enfance ne doit pas être le seul fait de spécialistes, qu'ils soient professionnels ou élus. Elle concerne chacun, car les enfants pris en charge par le dispositif sont des enfants comme les autres, comme les nôtres. Ce sont nos enfants. Et en nous plaçant dans cette posture éthique, on voit bien le levier multiplicateur de l'action conduite. Et ça renvoie à tout ce qui a pu être présenté par les rapporteurs tout à l'heure. Ça renvoie aussi à la question de l'implication des bénévoles aussi dans ce champ de la protection de l'enfance. Alors les enjeux, c'est d'abord l'enjeu de l'ouverture de la protection de l'enfance, sa transparence, avec un véritable challenge pour les professionnels, savoir parler de son travail, savoir parler simplement et clairement de ce travail qui est si complexe, si en nuances. Parler des doutes, parler des retours en arrière, des échecs, des droits à l'erreur, mais aussi de l'engagement, des réussites. Parler aussi du secret professionnel, sur lequel effectivement il est nécessaire de clarifier. Il s'agit d'expliciter, de rendre visible et lisible. Alors c'est un challenge parce que c'est compliqué de savoir parler simplement de réalités complexes. Un deuxième enjeu, c'est celui de la professionnalisation de la communication des départements protection de l'enfance. J'évoquais tout à l'heure les maladresses relevées dans le rapport Marina de la part du Conseil général. En fait, il manque dans les départements, mais on y reviendra tout à l'heure, une gestion de communication de crise
Et puis, on connaît les lourdeurs institutionnelles dans ces structures qui font qu'on ne sait jamais, pas vraiment identifier, on ne se prépare pas vraiment à ces questions. Et en fait, il faudrait que la question de la communication ne soit pas périphérique, mais fasse partie intégrante des missions et des missions sociales et de protection de l'enfance en particulier. L'ONED, dans son dernier rapport sur les schémas départementaux, invite justement à ce qu'il y ait une communication la plus large possible. Aujourd'hui, 15% seulement des départements publient leur schéma. Et puis, il faut structurer, sans attendre la crise, sans attendre le fait divers, il faut structurer des procédures spécifiques en définissant qui, quand, comment on va communiquer. Il y a également un enjeu d'explication et de compréhension réciproque. Quand je dis réciproque, c'est entre médias et professionnels du champ social. Enjeu d'explication et de compréhension sur la durée, sur le fond. C'est clair que les objectifs et les contraintes des professionnels de la protection de l'enfance et des médias sont souvent divergents, vont se heurter, vont se choquer. La question du temps a été évoquée tout à l'heure et elle se pose d'autant plus dans cette relation entre médias et services sociaux. Cela ne va pas de soi, mais ça suppose aussi des démarches éthiques aussi pour définir ensemble ce sur quoi on va communiquer. Je voudrais citer simplement le site belge Yapaka, qui est un programme de prévention de la maltraitance qui existe en Belgique depuis 2006 et qui vise à faire comprendre au grand public comme aux médias que tout comme il n'y a pas de recette miracle pour être parent parfait, il n'y a pas de réponse préfabriquée pour éviter la maltraitance. Donc en ce qui nous concerne, j'ai dépassé, là j'ai explosé les 2 minutes qui me restaient, donc je vais aller très vite. Simplement dire que nous, et moi-même en tant que nous institutions et moi-même en tant que défenseur des enfants, ce que je souhaite, c'est vraiment consolider, renforcer la collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec lequel nous avons passé convention l'année dernière, autour de la question de l'intérêt de l'enfant et du respect de ses droits tels qu'ils sont reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant. Développer la communication, la sensibilisation, l'information sur les droits des enfants, ça n'est pas que le 20 novembre qu'on doit en parler, mais de manière régulière, avec des partenariats réguliers et pérennes avec les médias écrits et audiovisuels. Et le projet, c'est de donner la parole aux jeunes. Et je conclurai en disant, n'ayons pas peur de la lumière, en référence à l'obscurité, ce qui était cité par l'association des directeurs. C'est à nous et c'est à vous de définir ce que vous voulez communiquer et comment. Il faut sortir impérativement d'une posture défensive pour élaborer un projet de communication offensif. Merci, Madame Avenard. Vous évoquiez donc l'enjeu de compréhension entre la presse et les travailleurs sociaux, la question du secret professionnel, peut-être l'excès de secret professionnel. On va se tourner vers les journalistes qui sont là, et notamment Philippe Simon. Vous êtes journaliste à Ouest France, vous connaissez bien les questions de protection de l'enfance, vous écrivez des articles sur ces questions-là. Quel regard vous portez? Pourquoi d'abord quand même toujours cette simplification dans le traitement des affaires ou des questions sur ce secteur? Et est-ce uniquement la faute, entre guillemets, des professionnels qui ne communiquent pas assez bien? Quel est votre avis là-dessus? Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? J'entends bien. Pour répondre à la question est vaste et pour répondre tout à l'heure, il était fait allusion aux difficultés que vous, professionnels, vous pouvez avoir à parler. Il y a aussi donc une exhortation à faire des choses de votre côté. Moi, j'ai commencé, ce n'est pas habituel dans notre profession, mais par balayer devant notre porte. La première des réponses à faire, c'est que tout simplement, c'est très compliqué. Très compliqué. On en est encore à parler de la DAS. Vous avez changé de nom combien de fois? Alors, on en est à l'ASE, mission de protection de l'enfance, que sais-je. Vous avez changé les conseils généraux en conseils départementaux. Alors bon, bref. Non mais la sémantique, les mots ont leur sens. J'aime les mots parce qu'ils me trahissent, disait le poète. Mais c'est ça aussi, c'est que
C'est pas simple, et à partir du moment où on commence à comprendre, paf, on retombe sur la direction de je sais pas quoi. Enfin bon, c'est très compliqué. Ça, c'est pour l'aspect un peu pour faire sourire. Beaucoup plus sérieux, c'est très compliqué de comprendre qu'un enfant n'est pas placé parce qu'un type dans un bureau a décidé que. Il y a eu toute une enquête, il y a eu tout un rapport, ça a été remis chez le juge, etc. etc. C'est le juge qui a tranché in fine. Tout ça, c'est quelque chose qui est très peu connu de nous, profession journaliste. Je voudrais, puisqu'on est ici à Rennes, c'est le siège historique de notre journal, nous on est installés dans 12 départements, 12 conseils départementaux, avec lesquels on est en relation, évidemment, au quotidien, mais on a 62 ou 63 rédactions, 550 journalistes, 50 éditions. Chaque jour, on sort 50 journaux. On n'en sort pas un, on en sort 50. Donc, il peut arriver que dans une locale, ce qu'on appelle une locale, dans n'importe quelle ville de notre région, il y a un article qui sort sur, un dernier exemple assez récent, une maman, 3 enfants placés, une de ses enfants est à l'hôpital, visiblement c'est sérieux. Elle n'a le droit à 2 heures de visite par semaine médiatisée dans l'hôpital au chevet de sa petite fille. Elle fait intervenir le banc et l'arrière-banc de la famille un samedi après-midi, banderole, pancarte, etc. Le confrère y va, fait un beau papier, tout le monde pleure, c'est merveilleux. À aucun moment on a appelé le conseil départemental pour leur dire de quoi ils retournent. Que la personne à la mission de la protection de l'enfance ou à l'ASE, enfin je ne sais plus comment vous appelez ça, c'est pas très grave, mais ne puisse pas nous dire ce qu'il y a dans le dossier, parce que ça c'est du secret professionnel, on peut le comprendre, mais au moins nous dire, écoutez, on est désolé, mais là, il y a épais, il y a très épais, parce que si on en est arrivé à cette décision-là, c'est que vraiment il y a très très épais. A contrario, moi ça m'est arrivé, une maman qui lit un papier de mon directeur départemental qui s'était aperçu que dans le département où j'étais, il y avait 2000 enfants placés, c'était quelque chose qu'il découvrait. Il fait un sujet avec le directeur ad hoc de la protection de l'enfance et j'ai une maman qui m'appelle en disant « Vous vous rendez compte, c'est scandaleux, on m'a retiré mes enfants, je ne peux plus les voir, il faut faire un article ». Je dis, si ça ne vous dérange pas, c'est encore moi qui vais le faire, parce que laissez-moi mon métier quand même. Oui, mais c'est scandaleux et tout. J'ai dit, écoutez, madame, vous avez une circonscription d'action sociale, vous avez une directrice de cette circonscription, vous allez la voir, prenez rendez-vous. Et là, la maman me dit, mais non, mais elle ne veut pas me recevoir. Je dis, ça m'étonnerait. Et j'ai dit, non, je ne ferai pas de papier, parce que si je fais un papier, je vais aller voir le juge. Ah bah oui, non. Vous voyez, le fait simplement de savoir qu'on ne retire pas comme ça a pu se faire dans le passé, évidemment, du temps où il y avait combien 400, 500 000 enfants retirés en France, placés après-guerre, combien c'était? Oui, mais après-guerre, dans les années... voilà. Donc, effectivement, tout ça a bien changé, mais on ne le sait pas nécessairement. Bref, tout ça pour dire que c'est très compliqué. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est quand on parlait tout à l'heure de la circulation de l'information. Ce n'est pas mon confrère d'RTL qui va dire le contraire. L'information, elle circule depuis le terrain. C'est-à-dire que dans les départements, alors dans nos 12 départements à nous, c'est nous qui sommes le journal avec nos confrères à l'ouest du Télégramme de Brest, mais chacun dans vos départements, vous avez les journaux locaux. Et l'information, elle part comment? Une affaire comme Marina, elle part comment? Elle part tout simplement des policiers qui, dans la tournée du soir, à 17h, nous disent, ben voilà, on a découvert une petite fille morte au domicile de ses parents. Voilà comment ça part. Et une affaire où on dit, il y a un placement, c'est scandaleux, etc. Comment ça part? Comme je viens de vous le raconter, c'est une famille qui vient nous alerter. Voilà l'origine de l'information. Il faut toujours savoir qu'une information profite à quelqu'un. Celui qui donne l'information, il a envie. Alors, c'est la première chose qu'il faut savoir, parce que comme ça part de chez nous, nous on fait un papier. Alors à quelle hauteur? Est-ce qu'on le laisse en local? Est-ce qu'on le laisse dans nos pages générales? Est-ce qu'on fait une DMA sur nos sites internet, etc. Et qui donne lieu à une dépêche de l'agence France Presse et qui ensuite arrive sur le bureau de nos confrères à Paris, de radio ou de télévision, et qui s'en emparent. Voilà le schéma. Ça se passe comme ça. Donc, je le dis parce que les conseils départementaux, les chargés de relations publiques, les élus qui sont en charge de ces secteurs-là, mais pour tout secteur, il n'y a pas que celui-là, hein. On a tous les secteurs qui sont du ressort des conseils départementaux. C'est d'abord avec nous, localiers, sur le terrain, que ça se joue. Donc si effectivement, comme il a été dit,
Au moment où on apprend ça, qu'il y a une petite fille qui est morte chez ses parents, si tout de suite il y a une réaction, mais écoutez, on ne peut pas tout vous dire, mais on a pris ça en compte, on y est, on peut vous répondre. Dès qu'on peut vous répondre, on vous répond. Ne serait-ce que ça change déjà le regard sur ce que nous, on va écrire le lendemain matin dans le journal, et ce qui va déclencher tout le processus d'information qui va enfler. Donc, puisqu'on a dit que la décentralisation jouait pour ces actions, cette mission de protection de l'enfance, la décentralisation, elle joue, mais depuis très longtemps, dans l'information. Elle a commencé par là. C'est le contraire, ça remonte du terrain. Donc c'est d'autant plus facile, à mon sens, me semble-t-il, de pouvoir dire, d'avoir des relations, parce que c'est pas le journaliste que vous voyez à 20h qui va poser des questions, c'est celui qui est sur le terrain et que vous croisez dans votre vie quotidienne et dans les relations quotidiennes. Dernier point que j'aborderai juste, pour ne pas trop prendre de temps, c'est qu'effectivement, on apprend souvent ce genre d'infos à 17h30, 18h, quand on sort de notre tournée chez les gendarmes. Je vous dis tout, hein, je suis transparent. Ou policiers ou gendarmes. Ou, sauf évidemment, s'il y a tout d'un coup les pompiers qui interviennent. Et il faut qu'on ait quelqu'un, même le vendredi soir à 18h30, qui nous réponde. Parce que si on n'a personne qui nous répond, eh ben on dit le conseil général n'a pas répondu, le conseil départemental, pardon, n'a pas répondu. Voilà, pour vous donner en quelques mots le schéma de l'information et à quel moment vous pouvez intervenir dans ce schéma. Vous avez vraiment raison de l'applaudir parce que c'est un être exceptionnel dans un journal exceptionnel. Voilà. Faut dire la vérité, parce que c'est pas partout comme ça. Et vous le savez, votre sourire, Monsieur Simon, c'est un magnifique encouragement. Mais enfin, moi, en tout cas, le rêve secret que j'entretiens depuis des années pour l'Audace, c'est de réaliser un magnifique colloque sur médias et éthique. Parce que franchement, un des grands problèmes de ce pays, c'est l'incapacité, je dirais, des médias aujourd'hui à aborder justement avec un souci d'investigation et de construction positive toutes les questions. C'est vrai que ce n'est pas le cas de votre travail, mais voilà, vous avez rappelé les bonnes règles. Vous êtes invité à le faire ici. Écoutez, ce serait une bonne idée. Écoutez, on peut y penser, effectivement. C'est une très bonne idée. On va se tourner maintenant vers Monsieur Nécan, qui est rédacteur en chef adjoint des journaux du matin à RTL, qui a donc un regard de journaliste, mais qui se trouve être également assesseur au tribunal pour enfants de Versailles, ce qui peut-être nuance le regard que vous pouvez avoir par rapport à celui de Monsieur Simon. Écoutez, je ne vais pas contredire mon confrère, c'est une chose déjà. J'irai peut-être un petit peu plus loin, justement, parce que moi, Monsieur Simon, lui, est sur le terrain même, donc ce n'est pas tout à fait le même rôle que nous qui sommes à Paris. Les rédactions parisiennes dépendent de leurs correspondants en province, mais dépendent aussi beaucoup de la presse régionale et des dépêches d'agences qui nous remontent avec du retard, bien évidemment. Donc, quand on arrive avec une dépêche sur une affaire importante, comme l'affaire Marina, par exemple, on ne le sait que vers 19h. Alors, à 19h, la règle dans l'information, c'est de vérifier toutes les informations dont on dispose avant de les diffuser. En tous les cas, c'est ce qui se passe dans un média national. Ce n'est pas tout à fait le cas sur le web. Aujourd'hui, sur les web radios, les sites web, chez nous, la vérification, au moins par une source ou deux sources, c'est essentiel. Donc, quand ça nous arrive très tard, eh bien, écoutez, c'est effectivement très compliqué à pouvoir dire le vrai du faux. Et quelquefois, on franchit peut-être un petit peu une ligne jaune qui devrait être interdite. Mais ce qui fait la difficulté, c'est les sources d'information pour nous. Parce que quand la presse régionale, et je crois tout à fait M. Simon, dans ses contacts, etc.,
il a probablement toujours une véritable information. Mais quand on veut aller un petit peu plus loin, on veut chercher d'autres sources d'informations. Et ces autres sources d'informations en matière de maltraitance pour enfants, par exemple, eh ben, c'est souvent les gens qui sont sur le terrain, les gens de la protection judiciaire ou les éducateurs, etc. Et là, très souvent, trop souvent, on se heurte à un mur. C'est-à-dire que ça fait un petit peu comme des fonctionnaires, des bons fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ne parlent que sous couvert de quelqu'un, de leur supérieur, et c'est un petit peu dommage. Alors, je crois qu'il faudrait qu'eux-mêmes puissent, en quelque sorte, s'indigner. Indignez-vous, je dirais, pour donner quelques informations à la presse, et c'est comme ça que l'on peut traduire le vrai du faux. À mon sens, c'est comme ça que l'on peut arriver à de véritables... à des vraies situations et éviter d'accuser peut-être des services qui n'auraient pas fait leur travail en temps et en heure, alors que ce n'est pas vrai, mais parce qu'on n'a pas l'information, on ne peut pas le dire. Voilà. Moi, je voudrais revenir, je voudrais dire que la presse est loin d'être hostile à la défense de l'enfance. C'est une chose essentielle. Moi, si je suis arrivé... dans ce que je fais aujourd'hui, il y a deux personnes finalement qui m'ont poussé à faire du journalisme et à m'intéresser à l'enfance. C'est d'abord Gilbert Cesbron. Gilbert Cesbron qui a écrit un livre que tout le monde connaît, c'est Chien perdu sans collier. Et c'est ce qui m'a poussé à m'adresser à un tribunal pour enfants pour voir ce que je pouvais faire avec un tribunal de façon à aider des jeunes en difficulté à les remettre sur les rails. Car pour moi, tout jeune a la possibilité de faire quelque chose, même s'il à un moment de sa vie, il a choisi une mauvaise route, il a un petit peu déraillé. Chacun a un potentiel en lui qui peut lui permettre, ne serait-ce qu'une reconnaissance, qui peut lui permettre de devenir quelqu'un dans la vie. Et puis, une autre personne, Gilbert Cesbron, je dois le dire, a été directeur des programmes à Radio Luxembourg. Et il se trouve que je travaille à RTL, c'est tout à fait un hasard, mais il a été donc directeur des programmes jusqu'en 1973, 2 ans avant que je n'arrive. Puis l'autre personne qui prouve que la presse s'intéresse terriblement à l'enfance, c'est Alexis Danan, journaliste qui a beaucoup plus de talent que moi, qui a permis notamment dans ses écrits, dans son combat dans les années 30 à 40, 50, à faire fermer les bagnes pour enfants. Une chose dont on ne parle plus aujourd'hui et c'est tant mieux. Et Alexis Danan, je voudrais simplement reprendre une de ses citations. Il ne suffit plus que l'opinion publique larmoie ou vitupère en vase clos. Si son émoi est sincère, elle doit agir, affirmer clairement sa résolution d'avoir le dernier mot. Retroussons-nous nos manches. Et c'était un écrit du 31 mai 1936 et cet appel traitait de l'enfance malheureuse, de l'enfance qui souffre, de l'enfance tout court. Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup des enfants suivis par l'ASE, par la DAS, des enfants en difficulté. Mais l'ex-DAS... Mais je crois que tout enfant, même ceux qui ont la chance de ne pas passer entre ses mains d'éducateurs, de services spécialisés, que tout enfant a le droit au même respect. Et je pense qu'il y a des enfants qui, dans des familles très bien, qui ne sont pas suivis, ont besoin exactement des mêmes choses que les enfants qui sont suivis par ces services, qui ont le droit au même savoir, aux mêmes chances que les autres, que ceux qui sont suivis par des services, parce que c'est très formidable et il le faut aider ceux qui sont dans la difficulté, mais il ne faudrait pas que ça soit à l'encontre des autres, de ceux dont on n'entend pas parler finalement. Voilà. Merci, monsieur. Merci, monsieur Nécan. Ça suscite de la réaction et je me dis que l'année prochaine, on vous proposera probablement
À défaut de pouvoir débattre aujourd'hui, ça aurait été très intéressant de pouvoir recueillir vos questions écrites ou même orales. Peut-être faire un atelier l'année prochaine, aux prochaines assises, spécifiquement consacré à cette question, où il y aurait un véritable échange. Parce qu'on a senti à travers vos deux interventions qu'il y avait un vrai dialogue à établir. Voilà. Là, on passe à l'aspect plus méthodologique. Mathieu Garnier a dû gérer la situation de crise de l'affaire d'Angers, puis après l'affaire Marina. Et c'est vrai que dans les deux cas de figure, la réaction prise par le département a été une relation de transparence et de résilience. Je vous rappelle que les premières assises nationales de la protection de l'enfance ont été faites à Angers à la demande de Christophe Béchu, un peu comme une manière de dire nous avons failli à notre mission, essayons de travailler ensemble. Voilà. Je pense que Mathieu, vous avez beaucoup influencé cette démarche. Merci Jean-Louis. Bonjour à tous. Effectivement, 2004, ça a été... on a parlé tout à l'heure de phénomène de sidération. Le Conseil général de Maine-et-Loire avait été confronté à une situation qu'on peut appeler sidérante, avec une affaire de pédophilie qui a suivi ensuite son cours judiciaire. Et c'est vrai que ça a été pour la collectivité locale, qui était le Conseil général, quelque chose de particulièrement difficile à vivre. Et nous avons fait le choix, le président du Conseil général de l'époque a fait ce choix, d'avoir une posture qu'on pourrait qualifier de proactive. C'est-à-dire qu'il a souhaité que l'on puisse faire tout un travail en amont, en direction des médias, des leaders d'opinion, de ceux qui parlent sur la protection de l'enfance, ceux qui réfléchissent sur la protection de l'enfance, pour pouvoir expliquer ce à quoi nous avions été confrontés. Et je pense que c'est là, pour les collectivités locales qui peuvent être confrontées à la crise, une source d'enseignement. Et puis par la suite, effectivement, j'ai eu l'occasion, cette fois-ci en tant que consultant, d'accompagner le Conseil général de la Sarthe dans une affaire dont on a parlé tout à l'heure, qui est la mort de la petite Marina. Une affaire où on retrouve également des points communs avec l'affaire d'Angers, même si évidemment, j'allais dire, là on était plus dans la victime seule face à ses bourreaux, on était dans une affaire qui n'était pas l'affaire d'Angers, puisqu'il y avait une affaire de réseau. Mais je dirais que là encore, on a été confronté au même questionnement. Est-ce qu'on cherche à faire diversion ? Est-ce qu'on cherche à nier la crise ? Ou est-ce qu'on essaie d'avoir une posture qui n'est pas facile, mais qui est une posture de reconnaissance ? Alors, posture de reconnaissance de la crise, c'est toujours compliqué parce qu'il n'est jamais facile de reconnaître qu'on a pu, sinon échouer, du moins rater quelque chose, qu'on n'a peut-être pas fait preuve de l'initiative ou de la bonne analyse. Mais je pense que dans la société médiatique d'aujourd'hui, il est difficile par moments d'échapper à cet effort, qui est un effort parfois collectif, de dire tout simplement, avec humilité, qu'on n'a peut-être pas été très bon. Alors c'est très difficile pour les professionnels qui ont souvent le sentiment qu'ils ont fait le maximum. C'est très difficile aussi de l'expliquer aux médias, parce que évidemment les situations auxquelles nous sommes confrontés sont très complexes et que le récit médiatique se prête mal à l'explication de cette complexité. C'est très difficile d'expliquer que souvent, et je parle sous le contrôle de professionnels du social, que souvent les enfants victimes ne parlent pas, que souvent il y a la loi du silence dans les familles, qu'on n'a pas nécessairement toujours les éléments de preuve, que le cadre d'intervention des professionnels est ce qu'il est, que quand on construit une relation de confiance, on n'a pas nécessairement toujours idée que le pire est à proximité. Donc tout ça, c'est très difficile à le faire passer aux journalistes. Et quand je dis ça, il n'y a aucune forme, je dirais, de critique à l'égard du système, parce que comme le disait tout à l'heure M. Simon, nous autres, en tant que collectivité, nous avons aussi, collectivité et institutions sociales, nous avons aussi tendance à changer beaucoup et, à mon avis, de ne pas toujours nécessairement faire les efforts nécessaires pour se faire connaître. Et il y a une question qui se pose toujours, enfin moi qui m'a toujours intéressé dans ce genre d'affaires, c'est pourquoi le travail social a, aux yeux de la presse, une image à améliorer. Parfois même, on a pu parler d'image négative. Alors, il faudrait nuancer, évidemment.
mais je pense que c'est lié avant tout à une méconnaissance. Alors quand il y a méconnaissance, il y a souvent un effort à faire de part et d'autre. Alors les journalistes ont peut-être un effort à faire pour pouvoir narrer ce qui relève du compliqué, mais je pense qu'au niveau des structures sociales, des professionnels, des collectivités, ça concerne donc et les élus et les professionnels, il y a certainement aussi un effort de communication, d'ouverture. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on est aussi lié à une culture professionnelle, au secret, mais je pense que pour être capable d'être mieux compris, il faut aussi accepter de faire sa part, accepter aussi de se dévoiler un peu. Alors moi, ça fait 10 ans que le hasard a fait que je travaille sur les questions de protection de l'enfance assez régulièrement, et j'ai l'impression que je le disais également il y a 10 ans. Donc je pense que ça reste un beau combat. Comment, au niveau du social, pouvoir mieux parler de ce que vous faites, mieux parler du rôle essentiel que vous jouez, à mon avis, au quotidien, pour maintenir une vraie cohésion, parfois un espoir. Et je reste convaincu que si on est capable de faire cet effort-là, on sera peut-être capable aussi d'avoir une image, à mon avis, beaucoup plus favorable dans les médias et qu'on saura mieux expliquer ce à quoi vous êtes confrontés, surtout dans ces situations exceptionnelles. Voilà, je vous remercie. Je pense que l'intervention de Mathieu est extrêmement importante parce qu'on est sur un colloque sur le risque. Or, justement, si on veut prendre des risques, il faut qu'on puisse effectivement être en capacité ensuite, en cas d'échec, d'expliquer l'échec. D'expliquer l'échec, d'ailleurs, par la prise de risque. C'est pour ça qu'effectivement, si on veut libérer l'action sociale, la rendre plus créative, la rendre plus audacieuse, il faut nécessairement réfléchir à ces questions, effectivement, de communication. Alors, dans les deux sens, effectivement, le côté positif dont vous venez de parler, les trois d'ailleurs, et puis nous, on a aussi envie d'être un petit peu agressif parfois, parce que c'est vrai qu'il nous arrive d'être très en colère lorsqu'on voit des événements très positifs être si peu médiatisés. Voilà. Alors, il est temps de passer à la dernière séquence avec la présence d'Emmanuel Berco parmi nous, que je veux à nouveau remercier. Vraiment, c'est un grand honneur que vous nous faites, sachant que vous êtes dans une période extrêmement chargée et vous avez souhaité vraiment venir à la rencontre de ce public de professionnels. Vous-même, vous avez pris un risque en proposant au grand public un film sur la protection de l'enfance. Donc, vous êtes vraiment parfaitement à votre place aujourd'hui. Et vraiment, merci d'être là. Alors, je vous propose peut-être de regarder la bande-annonce avant que l'on vous questionne pour se mettre dans l'ambiance. Je précise donc que Madame la garde des Sceaux est arrivée parmi nous. Vous l'aviez remarqué, je crois. Je suis juge des enfants. Je ne suis pas la police, vous n'êtes pas devant un tribunal. Mon rôle, c'est de protéger les enfants dits en danger. Eh ben garde-le, y a pas de problème. De toute façon, bonne chose parce que c'est un boulet pour tout le monde, ce gosse. Madame Ferrando. C'est la dernière fois que tu me vois. Ça fait 3 fois en 4 mois que tu viens dans ce bureau, je peux pas dire que ça me fasse très plaisir de te voir. Parle-moi pas, je parle pas aux faibles. C'est dans les foyers qu'il a pris le mauvais pli. T'es qui, toi? C'est lui ton éducateur à partir d'aujourd'hui. Je reste pas là, je te dis. Saisis ta chance, mon gars. Là, on t'en offre une, alors prends-la, putain! T'es ici pour ton bien. Tu capuches? Allez, reste avec nous, Marlo, allez. Je suis un point à rien. Ça, c'est à moi de le dire et je suis pas d'accord avec ça. Aucun incident signalé ces derniers mois. Tu gères mieux tes émotions. T'es d'accord avec ça? Est-ce que la reprise d'une scolarité vous paraît vraiment pertinente? Calme-toi, tout va bien. Calme-toi. Ça s'est réglé ces problèmes de violence? Écoute, on y travaille. Mais non! Je suis fatiguée de le suivre comme ça.
Dans les commissariats, dans la justice, j'en peux plus. Maman. Maman. Ce sont pas les murs sombres d'une cellule qui vont l'aider à y voir clair, à un âge où on s'interroge. Ce môme, il va péter un câble en prison. Moi, j'ai confiance en toi. C'est quoi que j'ai fait de mal? Hein? Prends les mains qu'on te tend, Mélanie. C'est maintenant. Deux mots, je vais faire le pitch. J'espère que je ne vais pas me tromper, puis après c'est vous qui parlez. Je sais que vous êtes tous impatients de l'entendre. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou qui n'auraient pas compris à travers la bande-annonce, c'est l'histoire, donc votre film La tête haute, du parcours éducatif de Maloney, qui, au fond, dès l'âge de 6 ans, découvre le bureau de la juge des enfants. En fait, vous zoomez dans le film plutôt sur le temps de la dernière chance, entre les 16 ans, je crois, et la majorité de Maloney, avec les espoirs, les rechutes, les coups de blues de ceux qui l'accompagnent, les professionnels dans leur diversité, juges des enfants, éducateurs, travailleurs sociaux, professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, très présente dans le film. C'est un film, je crois que l'avis est assez partagé puisqu'il a été très plébiscité par le public. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'il a été présenté en ouverture du Festival de Cannes, avec donc des critiques dithyrambiques de la presse et du grand public. C'est un film qui montre la complexité de la protection de l'enfance et la complexité du travail des professionnels. Donc Emmanuel Berco, j'ai d'abord envie de vous demander qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce film, tout simplement. Moi, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir... En fait, c'est pour moi que c'est un grand honneur d'être présente ici. Moi, je suis habitée par les questions de l'enfance en général, de sa protection en particulier, mais aussi de la question de la justice, je crois, depuis vraiment que je suis toute petite. Donc, c'est deux choses qui m'habitent et que ce film me permet en fait de réunir. Mais plus trivialement, j'ai un oncle qui est éducateur PJJ, avec qui j'ai toujours eu beaucoup de plaisir, et puis parfois d'émotions aussi, à parler de son travail, des jeunes dont il s'occupait, des histoires des uns et des autres. Et en particulier, je pense que l'envie de ce film aujourd'hui, qui date d'il y a quelques années, il tient bêtement un souvenir très précis. On garde assez peu de souvenirs, je trouve, de son enfance, mais moi, il y a un des souvenirs très précis dans ma mémoire. C'est une journée que j'avais été passer... bon, évidemment, ça a un peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, il avait emmené une dizaine de délinquants dont il s'occupait faire un camp sur une plage campée, quoi. Et j'avais été passer une journée, donc en Bretagne d'ailleurs, pas très loin d'ici, j'avais été passer une journée avec eux, avec les éducateurs et les délinquants. Et j'ai eu un choc ce jour-là à double titre. D'abord parce que j'étais un petit peu fascinée par ces enfants sauvages, indisciplinés, rebelles, violents. Alors que moi, j'ai été évidemment une petite fille bien élevée. Donc, avec mes yeux de petite fille, ça me faisait un peu rêver ce monde. Et puis d'autre part, j'ai aussi pris conscience ce jour-là, tout bêtement, qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas la chance que j'avais moi, et que c'était injuste. Et j'ai eu envie de comprendre comment est-ce qu'ils en étaient arrivés là, de quoi ils avaient manqué, quelles étaient leurs fêlures, et aussi qu'est-ce qu'on faisait pour eux. Donc c'est aussi simple que ça. Je crois vraiment que ce souvenir est à la source de l'envie de ce film. Maintenant que je suis devenue cinéaste, que je ne savais évidemment pas du tout que je ferais. J'ai été moi aussi très marquée enfant par Chien perdu sans collier, le livre et le film avec Jean Gabin. Et c'est vrai que dans la liste des métiers que je voulais faire,
liste à rallonge qui partait dans tous les sens. Il y avait souvent juge des enfants. Pendant quelques années, je voulais être juge des enfants. Donc en fait, voilà, c'est un faisceau de choses à la fois plutôt personnelles qui m'ont conduite à faire ce film aujourd'hui. Très bien. Je précise, il y a effectivement une sensibilité forte, puisque j'ai oublié de préciser que vous aviez aussi coécrit Police. Donc là, vous récidivez pleinement avec La tête haute, mais c'est quand même une question qui est récurrente. Oui, pour Police, j'ai été sollicitée. Je ne suis pas du tout à l'origine du projet, mais il est évident que si j'ai eu envie de... J'écris jamais pour personne, je n'aime pas le faire, mais là, j'ai eu envie de le faire parce que c'est un sujet qui me touche profondément. Ouais. D'accord. Alors moi, ce que j'ai trouvé très original et très courageux, je le disais tout à l'heure, pour un film grand public, c'est qu'il me semble, alors chacun voit dans les films ce qu'il veut voir, mais moi j'ai eu l'impression, en regardant La tête haute, qu'au fond vous donniez autant d'importance à l'histoire des professionnels, leurs doutes, leurs implications, leurs espoirs, qu'à l'histoire elle-même de Maloney. Alors peut-être que je me trompe, en tout cas moi je l'ai perçu comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitiez ? Est-ce que c'était prémédité, préécrit? Est-ce que ça s'est fait plutôt au fil de l'écriture du scénario? En tout cas, c'est très équilibré et c'est rare dans un film grand public. Oui, mais en fait, des films sur des délinquants, il y en a quand même eu pas mal. Et il y a une grande tradition du cinéma social, anglo-saxon en particulier, là-dessus. Donc, en revanche, un film sur le travail de la justice des mineurs, il n'y en avait jamais vraiment eu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis partie aussi d'un récit que m'a fait mon oncle. Alors, je sais bien que vos métiers imposent souvent de garder la bonne distance et de ne pas être dans l'affect, mais il m'avait raconté l'histoire d'un jeune homme avec qui il avait suivi sur une dizaine d'années et auquel il s'était assez fortement lié. Et il travaillait en trio avec une juge des enfants proche de la retraite. Et en fait, moi, c'est l'idée de ce trio-là qui a été le déclic de l'écriture du scénario. Donc, il était évident pour moi que ce n'était pas le délinquant, le jeune homme, le personnage principal, et comme corollairement, le travail qui était fait autour de lui. C'était vraiment, les trois personnages devaient être traités à la même hauteur. Et puis c'est surtout que j'ai donc fait un long travail d'enquête sur le terrain pour préparer ce film et que j'ai été tellement passionnée par ça, par ces métiers, par cet univers-là, par la justice, par l'humanité qui circule dans tout ça, que effectivement j'ai été saisie par la qualité des gens qui travaillent au sein de la justice des mineurs. Et du coup, c'est vrai que le film s'est un peu transformé pour moi. C'était pas si conscient que ça, mais il est évident que pour moi, la mission du film aussi, c'était de rendre hommage à ces travailleurs dont finalement on sait assez peu de choses, nous, grand public, et qui travaillent dans l'ombre et à qui on rend pas assez, je trouve, de reconnaissance. Vous allez très loin en plus dans cette pertinence, puisque vous conservez même les sigles, le jargon des professionnels. C'était drôlement gonflé, ça, et vous le mesuriez quand vous l'avez écrit? C'était volontaire? Non seulement c'était volontaire, mais je me suis entêtée pour conserver tout ça, parce que j'avais un souci de crédibilité, de vraisemblance quand même énorme, et que tout d'un coup, il n'était pas possible de développer tous les raccourcis que vous avez, qui sont tellement nombreux. C'était très drôle, parce que moi, au début de mon stage, j'étais complètement paumée. À chaque fois, je me demandais c'est quoi EMO, MJIE, enfin j'étais OPP, je confondais tout, SMI, je confondais absolument tout. Puis petit à petit, je me suis fait un bon lexique. Et puis ça fait partie, de toute façon c'est un métier, c'est des métiers aussi de la parole, du langage, et ça fait partie du langage. Et même les enfants, ce que je trouve beau aussi et touchant, c'est que les enfants et les familles, eux aussi, connaissent maintenant tous ces raccourcis-là. Si.
Non, peut-être un peu moins dans l'assistance éducative, mais en tout cas, il me semble que du côté du pénal, j'ai l'impression qu'en tout cas, les jeunes, ils maîtrisent extrêmement bien les abréviations. En tout cas, voilà, c'était vraiment un souci de réalisme. Et puis, il y a des gens qui m'ont dit que ça apportait même l'avalanche comme ça d'abréviations auxquelles on ne comprend rien, apportait même à un moment une dimension presque comique. Mais on n'a pas besoin de comprendre. Les enjeux sont quand même assez clairs dans les différentes scènes. Et il faut dire quand même, avant de te passer la parole, Didier, qu'on ne tombe pas du tout dans le documentaire. C'est-à-dire que parfois, j'ai lu 1 ou 2 fois, on n'est pas loin du documentaire. C'est pas du tout la perception, en tout cas, qu'on a eue autour de nous. Et c'est là que c'est très fort. C'est-à-dire que vous avez réussi à avoir cette vraisemblance, tout en étant quand même dans un film avec de l'émotion. Voilà, un vrai film. Sinon, j'aurais fait un documentaire, effectivement. Avec quand même cette contrainte qu'on ne peut pas filmer les mineurs. Donc moi j'avais évidemment envie d'être très près du visage du mineur, donc ça m'a amené très, très logiquement vers la fiction. Mais c'est surtout que il y a une matière documentaire qui est très forte, mais qui appartient au scénario et au dialogue. Pour moi, pour justement faire vraiment un film de cinéma, il fallait insuffler du romanesque et de la mise en scène dans tout ça, et pour rendre aussi le film le plus large public possible, parce qu'au même titre que moi j'ai été passionnée par ce domaine, j'ai envie que le public soit passionné aussi par tout ça. Et puis surtout, moi j'ai eu la chance d'assister à tant de choses qui d'habitude restent mystérieuses et secrètes. Et cette chance que j'ai eue aussi, le film, c'est un vecteur pour moi qui permet d'offrir la même chance aux spectateurs, parce que c'est comme s'ils avaient été là aussi. Oui, tout à l'heure. Allez-y. Tout à l'heure, on évoquait avec les journalistes la complexité de ce système, et au fond, votre film montre cette complexité sans la simplifier, si je puis dire. Et alors, je voudrais ajouter une autre observation et peut-être question. En présentant à l'instant votre film, vous êtes presque excusé devant les professionnels en disant « Je sais qu'il faut que vous soyez professionnel », mais dans le film, vous montrez que il y a la professionnalisation, mais il y a aussi l'engagement personnel. Et ça, c'est une conviction que vous portez ou c'est une observation que vous avez pu faire? Qu'il faut de l'engagement personnel. Oh bah c'est une conviction que j'avais avant d'aller sur le terrain, mais elle a évidemment été décuplée mais tout simplement parce que moi je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font, et je m'en suis rendu compte très très vite. Et surtout, donc j'ai pris la mesure de l'engagement, mais surtout de la foi en l'être humain, puis dans le dévouement. Enfin, ça demande des qualités humaines quand même exceptionnelles. Donc, c'est pour ça que je suis... comme il est assez de bon ton de taper sur les institutions enfin voilà, je ne sais pas pourquoi ça reste à la mode. Je suis assez en colère contre certaines personnes qui rechignent, qui font un peu la fine bouche parce que le film se termine sur une note d'espoir et que je fais des travailleurs de la justice des mineurs des héros. Mais enfin, je pense que les gens qui se permettent ce genre de réflexion déjà n'ont jamais mis les pieds dans aucune structure. C'est vraiment salutaire, Emmanuel, votre présence ici, ça nous fait du bien. Je ne sais pas, on a encore un tout petit peu de temps, peut-être une dernière question. Sans raconter la fin, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu et que j'invite à aller au cinéma rapidement, sur la fin, au fond, chacun l'interprète comme il veut. On ne sait pas très bien si ça se termine bien ou pas très bien. Moi, je suis une idéaliste, donc je pense que malgré tout, ça se termine bien. Est-ce que vous, Emmanuel, vous avez tranché la question de cette question-là? Est-ce que ça se termine bien ou pas? Et plus largement, si vous ne pouvez pas répondre, quelle est
la leçon, la morale de ce film? Quel message vous vouliez, in fine, faire passer? Alors la fin, c'est vrai, elle est à l'appréciation de chacun. Elle est ouverte et je l'ai voulu comme ça. Moi j'ai ma propre idée, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on me dit oui, pourquoi vous terminez sur une note d'espoir alors qu'en fait c'est pas si simple, etc. Moi je dis, est-ce que vous pensez vraiment que je vais consacrer 3 ans de ma vie, 4 ans de ma vie à faire un film pour dire que les institutions sont pourries, que la justice des mineurs fonctionne mal et qu'il n'y a pas d'espoir et qu'on va tous dans le mur? Est-ce que vraiment vous pensez que je vais consacrer 3 ans de ma vie à ça? Donc de l'espoir, bien évidemment, il y en a. Et moi, c'est le point de vue que j'ai sur la fin du film. Ça sera peut-être pas simple. Il va encore y avoir peut-être quelques marches redescendues, mais quelques marches remontées aussi. Et en tout cas, il va vers la lumière. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui est très surprenant dans ce film, c'est l'envie d'en discuter. On sort du film et puis on se met tous à commenter. Alors tu as vu, il a dû avoir un problème, l'éduc, hein, quand il était gamin, lui aussi, hein, etc. Alors, non, mais je vous dis ça parce que franchement, tout ce qu'on est en train de se dire correspond à un moment de l'histoire de notre pays où il faut qu'on retrouve des valeurs, des engagements forts, des combats importants. Le plus grand des combats, c'est celui qui protège l'enfant. Et je pense que vraiment ce film devrait être utilisé par les conseils départementaux, présenté aux élus des conseils départementaux pour leur expliquer justement par l'image la grandeur de leur mission. Puisqu'un des grands enjeux effectivement des 6 prochaines années, c'est de voir si vraiment les conseils départementaux investissent beaucoup plus profondément qu'ils n'ont fait jusqu'à présent. Ils ont été disponibles, mais peut-être pas suffisamment impliqués sur cette question de la protection de l'enfance. Et je pense que votre film pourrait aider à cette évolution-là. Peut-être une question à poser, Monsieur le Président, au bureau de l'ADF, pour les inciter à utiliser le film d'Emmanuel. Peut-être pour terminer, c'est trop court, mais nous sommes obligés. Emmanuel, une dernière question, c'est quand la suite? Je sais que vous voulez, vous m'avez dit quand on s'est vus toutes les deux que vous aviez envie de poursuivre, de refaire quelque chose sur la protection de l'enfance. Et puis vos autres projets, que vous nous en disiez 2 mots quand même, qu'on vous suive. Oui, enfin là j'ai déjà un film qui est en route, qui est qui n'a rien à voir, quoique, en tout cas ça s'appuie sur un terreau aussi réaliste. C'est un film sur l'affaire du Mediator, le combat du docteur Irène Frachon. Et c'est vrai que je vous ai dit l'autre jour que j'ai envie de continuer en fait à faire un film, 3 films, 4 films, je ne sais pas combien d'années la vie me prêtera, mais dans votre domaine, quoi, parce que c'est vrai que évidemment le film est loin d'être exhaustif et parfois dans les débats j'ai quelqu'un qui lève le doigt et qui dit oui, enfin vous ne parlez pas des familles d'accueil, oui, enfin vous ne parlez pas de l'ASE, oui, enfin. Donc j'ai envie de faire autant de films qu'il y a de domaines à mettre en valeur. On sera là. Merci.